Parce que vivre sans lire, c'est comme posséder un violon sans en jouer. C'est posséder l'objet sans tirer profit de cet objet. Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une mosquée à Saint-Denis ou que l'islamophobie sur le plateau de CNews. Bienvenue dans la librairie africaine, votre émission, votre table ronde, mais par-dessus tout, votre rendez-vous qui a mis l'accent, pour ne pas dire qui s'est donné pour mission, de répondre à un impératif, posé notamment par France Fanon, posé par Alain Locke, qui consiste à participer à la renaissance. Renaissance de la communauté afro, mais à commencer par la renaissance de chaque individu afro, dans son intellectualité, dans son émotivité. Et comment y parvenir? En se lamentant? Bien sûr que non. En revendiquant, en dénonçant? Peut-être. Mais d'avant tout, en se construisant, en se renforçant de l'intérieur. L'arme la plus puissante du dominant étant l'esprit du dominé. Donc c'est à l'esprit du dominé que tout se joue. Et pour reconstruire cet esprit, rien de mieux, bien évidemment, que la lecture. Armons-nous de connaissances jusqu'aux dents. Et cette connaissance individuelle, elle doit également faire œuvre de collectivité, via le débat contradictoire, le faire aiguisant le faire, pas simplement pour prétendre connaître, mais pour agir. Penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Tel est le credo de la librairie africaine, qui se résume, ma foi, en un seul mot. Lisons ou mourons. Alors, aujourd'hui, émission exceptionnelle, comme on en a eu à faire d'autres, mais vous allez le voir, je pèse mes mots, eh bien, je suis accompagné par deux de nos plus brillants esprits de la communauté, hommes, femmes, tout le monde sera servi, à commencer par la princesse de la lecture et de la réflexion, Marie Fidèle, sois la bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, ravi d'être là pour cette émission. Merci à toi. Et le frère que l'on ne présente plus, néanmoins que je prends toujours un plaisir gourmand à présenter, le frère Mbeko. Merci Herman, merci pour la présentation. Alors sans plus attendre, parce que vous avez vu que Mbeko il n'est pas là pour les salam alek. Ah non, j'ai pas le temps, on va à l'essentiel. Voilà l'essentiel. Alors l'essentiel, de quoi s'agit-il? Avant de vous présenter notre invité du jour, plantons le décor comme il se doit. Grandeur et décadence. Au XVIIIe siècle, un certain Montesquieu a pris le temps d'analyser l'Empire romain en titrant Grandeur et décadence. Il en a tiré la conclusion suivante selon laquelle finalement toute grande civilisation se caractérise par une période de grandeur, d'accroissement et puis par une décadence. Ainsi serait le cycle des civilisations. Il faudra accepter une civilisation avec ses roses au même titre qu'avec ses épines. Et puis, depuis à peu près 20 ans, un mouvement extrait, sorti du ventre de certaines universités américaines, en s'inspirant de certains intellectuels français, les déconstructionnistes, s'est levé, qualifié de woke, et a prétendu que les civilisations ne sont pas la combinaison de la grandeur et de la décadence, mais plutôt de la grandeur qui masquait la décadence, la grandeur qui masquait une forme de barbarie. Qui a raison, qui a tort? À l'échelle des civilisations, autant qu'à l'échelle des humains. Parmi les humains, certains se distinguent par leur lumière, par leur science, ils guident. Mais parfois, ils chutent, parfois, ils connaissent des désagréments. Et rien de mieux que pour porter ce sujet de la grandeur et de la décadence, qu'un homme, qu'une lumière qui a représenté, qui représente cette grandeur et cette décadence. Nous allons voir avec lui de quoi est-il question à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale et par-dessus tout à l'échelle mystique. Cet invité, c'est M. Tariq Ramadan. Soyez le bienvenu. Merci, merci de l'invitation. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie beaucoup, Dieu merci. Ok. Alors, avant de rentrer dans des questions qui vous concernent à proprement parler, si vous le permettez, nous allons introduire cet échange avec une actualité brûlante, retentissante, qui a fait le tour du monde et qui va marquer d'une pierre blanche un changement, une page qui se tourne à l'échelle de l'histoire de France, peut-être même de l'humanité, allez savoir, quoique, à savoir l'incarcération d'un de vos anciens
vis-à-vis M. Sarkozy. Cette information, j'imagine, ne vous a pas échappé. Comment l'avez-vous reçue? Écoutez, je pense qu'il faut garder la tête froide dans ces temps de réaction émotionnelle. Personne ne s'y attendait. D'autres ont beaucoup travaillé à faire en sorte qu'il soit condamné. Des journaux d'investigation, des personnes qui lui étaient opposées. Et puis d'autres, malgré sa condamnation, c'est plusieurs condamnations, parce que là, c'est la dernière d'une série, continuent à lui. C'est la première qui l'envoie oui. en prison. Non, enfin après il y a en des prison. Aménagements de peine. Non, mais là, pour le coup, il va en prison. Oui. Alors, simplement, moi, ça m'amène à trois réflexions très rapides. La première, c'est le fait qu'on sait et on a su, pour qui suit la politique française, sur le plan international comme sur le plan intérieur, que les choses dans le traitement des affaires en France n'a jamais été transparent et qu'il y a effectivement des manœuvres frauduleuses, qu'il y a des choses qui se passent avec les dictatures. Ce qui s'est passé en Libye n'est qu'un exemple de ce qui se passe aujourd'hui en France et qui s'est passé en France. Je veux dire, on est ici dans la librairie africaine. Qui a la mémoire sait les meurtres et les assassinats de personnes en Afrique dont la décision a été prise à Paris par des responsables politiques. Donc on n'est pas en train de découvrir quelque chose qui est tout à coup, ils étaient en train de manigancer avec la Libye. Ils ont manigancé avec beaucoup de dictateurs, ils ont éliminé beaucoup d'opposants. Donc rien de nouveau sous le soleil, on a là simplement la politique française qui tout à coup, dans un acte de justice, met en évidence un élément de ses activités. Il a été relaxé pour d'autres et il est mis en évidence pour ceux-ci. Pour association de malfaiteurs. Exactement. Pour quelqu'un qui est extérieur à ça, on dit mais quand même, quand on sait quelle a été l'activité, quand on lit les mémoires d'Obama, qui met en évidence et qui met au premier chef Nicolas Sarkozy comme étant celui qui a pratiquement commandité l'élimination du dirigeant libyen, de Mouammar Kadhafi, on se dit, mais attendez, par rapport à ce que l'on sait, ce qui se décide est un tout petit peu plus de l'ordre du symbole et de la mise en scène. C'est dérisoire. C'est presque dérisoire et ça fait émousser les médias français, mais ça ne touche pas le fond du problème. Pas du tout. Le fond du problème, c'est l'engagement de la France et la corruption. Alors, on a beaucoup parlé de la corruption dans les pays africains. La corruption sur le plan de... Par exemple, ce qui a été mis en évidence, qu'il est le premier aujourd'hui à contester et à critiquer, c'est les indépendances qu'il devrait y avoir entre la justice et l'État. Et il est le premier à dire, il n'y en a pas en fait. En fait, c'est la haine qu'on me voue et qui fait que je suis coupable parce que je suis en fait innocent. Ou j'ai été condamné alors que je suis innocent. Ça, c'est le premier élément, c'est la première réflexion qui me vient. La deuxième réflexion qui me vient, c'est... Vous êtes d'accord avec son diagnostic, que selon lui, la justice aurait été instrumentalisée par une haine portée par... non, par rapport à lui, non. Okay. Que la justice est politisée en France, imbécile qui ne le sait pas. Okay. Parce que c'est une réalité. Donc il ne fait que dire ceci. Après, on peut jouer avec le peuple en disant l'indépendance des institutions, mais n'importe quel citoyen qui réfléchit ou quelqu'un qui est impliqué dans la vie sociale, quelqu'un qui est avocat, quelqu'un qui est politique, il sait, en fait. Bien sûr, autour de la table, croyez-moi que tout le monde ne partage pas ce jugement. Certains estiment que les juges font preuve d'indépendance. Alors attention, il ne faut pas essentialiser et généraliser. Il y a parmi les juges des gens de grande honnêteté. Il y a parmi les magistrats des gens de grande honnêteté. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, on a dû aller chercher et se poser la question, mais qui était cette présidente qu'on a choisie? On nous a dit, on est allé la choisir dans quelqu'un qui n'était plus syndiqué. Donc en fait, vous le savez qu'il y a un problème, qu'il peut y avoir... On le sait. Si vous cherchez l'indépendance, c'est que vous savez qu'il peut y avoir dépendance et que ça existe. Donc le but de la discussion, ce n'est pas de généraliser. Tous les magistrats ne sont pas manipulés politiquement ni corrompus, mais il en est qui travaillent pour une idéologie et qui sont parfois orientés dans leurs décisions. Donc ça, ce qu'il a comme réaction... Est-ce que selon vous, c'est une bonne nouvelle pour tous les Africains ou afrophiles qui verraient une sorte de page tournée de la France-Afrique, ou alors à l'inverse,
c'est un écran de fumée, c'est un arbre qui cache la forêt. Écoutez, c'est là où il faut que nous avons, nous, une tendance à l'émotivité et à la réaction émotionnelle. Il faut être lucide. C'est aussi trompeur que de penser que l'élection d'Obama avait libéré la conscience noire et la réalité sociale noire aux États-Unis. Qui a pensé qu'il suffisait d'un président pour que tout change n'a rien compris au problème systémique, fondamentalement raciste et exclusiviste qu'il y a dans la société américaine. Et bien de la même façon ici, si on pense que ce qui vient de se passer, parce qu'il a été condamné, Là, est un indice... Là, monsieur Ramadan, vous nous amenez sur un sujet, comme moi, qui m'est très cher, attention. Mais il faut qu'il vous soit très cher, plus que cher, qu'il vous soit essentiel. Vous me dites que, selon vous, l'élection d'Obama n'était qu'un écran de fumée à l'endroit de la communauté afro-américaine. Alors attention, il faut être très précis. L'élection d'Obama qui a donné l'impression que quelque chose se jouait dans la libération de l'oppression. Il a été élu. Non, mais attention, que quelque chose se jouait au niveau de la libération, de l'égalité des droits, de l'émancipation, de la citoyenneté des Noirs américains. Et de la confiance en soi. Ça, c'est un leurre. La confiance en soi ? Non, après vous pouvez choisir. Vous pouvez penser que vous avez confiance en lui parce qu'il a la même couleur. Non, c'est pas ça. La question, c'est pas la même couleur, c'est savoir la nature de la pensée. Exactement. Si je puis me permettre, en tant que musulman, vous avez pour modèle absolu le prophète Mohammed, on est d'accord ? Ou pas ? Oui. Bon, c'est la preuve que les identités individuelles, pour se construire positivement, ont besoin d'un modèle, d'une identification. Oui. Réelle ou supposée, peu importe, en tout cas dans l'imaginaire. Obama, qu'on le veuille ou non, représente le numéro 1. Donc, un jeune issu des quartiers, des ghettos, Watts, que sais-je, Baltimore, qui peut-être idolâtrait 50 Cent, Snoop Dogg, et qui voit qu'à la Maison-Blanche, même s'il a été choisi, instrumentalisé, peu importe, il n'a pas tous ces outils dont vous disposez, au moins, dans son imaginaire, un verrou saute. Le verrou du sky is the limit, le verrou du tout est possible. Et à ce jour, on n'a pas encore suffisamment de recul. C'est comme Mandela. Mandela a été élu, il a fallu une génération pour mesurer les fruits. Ne comparez pas Mandela à Obama, on est dans deux planètes différentes. C'est vrai ? Deux planètes totalement différentes. Mais vraiment. Non, je parle sur le terrain psychologique. Non, mais pas c'est psychologique. Vous parlez sur le plan symbolique. Et psychologique. Et psychologique, mais à partir du symbole. Voilà. C'est-à-dire que le symbole a un effet psychologique, voilà. Je l'entends. Merci. Mais quand le symbole a un effet psychologique trompeur, le symbole est un problème et la psychologie est une orientation trompeuse. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, moi, dans Obama, ce n'est pas le symbole du noir qu'on amène. C'est pour ça qu'à un moment donné, Malcolm X et Martin Luther King se sont rejoints. Ils ont compris une chose. Le symbole est trompeur. C'est-à-dire le symbole de l'intégration du noir par l'apparence de la couleur acceptée ne dit rien sur les principes défendus. Or, le problème avec Obama, que j'ai rencontré en l'occurrence, que j'ai rencontré au tout début, est quelqu'un de supérieurement intelligent, mais de profondément manipulateur. Parce que le problème du modèle, quand vous venez de parler du prophète de l'islam, comme de tous les prophètes, paix et bénédiction soient sur eux tous. Est-ce qu'on les suit par leur ou qu'on les respecte par leurs principes ? Moi, c'est le principe qui compte. Je le suis que par les principes qu'il représente, pas par la couleur. C'est pas parce qu'il était de ma couleur, c'est parce qu'il avait des principes que je suis. Je suis l'homme de principe, je ne suis pas l'homme de couleur. Donc, parce qu'il se peut se trouver que l'homme de couleur n'est pas de principe. Alors, si je comprends bien, si pour prolonger votre logique, le fait que les statues de Jésus, blond aux yeux bleus, se trouvent à Kinshasa, à Dakar, à Yaoundé, selon vous, dès lors que les principes qui entourent cette statue sont positifs, eh bien, la présence de ces statues blanches devant des populations afro ne pose pas de problème, selon vous, d'émancipation. Vous avez une réflexion qui est binaire. Ce n'est pas parce que je privilégie les principes que je ne suis aveugle à la portée des symboles. Ah, merci, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais moi, ce que j'aimerais que vous dans entendiez, l'état actuel il ne faut pas qu'au nom des symboles, vous y perdiez vos principes. C'est ça que je veux dire. L'homme, Barack Obama, à la tête des États-Unis, n'a ni fait progresser la cause afro-américaine,
ni travailler contre l'éclusion, ni respecter l'Afrique et les gouvernements africains pour ce qu'ils sont. L'homme a produit autant de morts que tous les Blancs qui l'ont précédé et qui l'ont suivi. Mais c'est une escroquerie. Je veux dire, c'est un symbole trompeur. Obama escroquerie. Escroquerie totale. Ouais. À part toi et quelques Noirs que je connais qui le supportent, les autres ne le supportent pas, pour les raisons que vient d'évoquer Tariq, c'est-à-dire qu'on a affaire à une coquille vide, on a affaire à du dentifrice. D'accord. C'est-à-dire que c'est un produit marketing Ouais. qui a été mis en avant pour donner le sentiment que les États-Unis sortaient du racisme alors qu'ils sont encore dedans. Parce que quand tu regardes les statistiques et tu regardes le phénomène de masse de la population afro, c'est encore très critique, pour pas dire chaotique. Donc il a été mis là pour donner le sentiment d'une progression qui en réalité, sur le terrain international, n'a pas progressé. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'interventionnisme américain au Congo, dans les pays frontaliers, a toujours lieu. Obama, pas Obama. Oui, c'est un président américain. C'est pas un Oui, mais président. on te parle justement d'une profondeur en termes de principes, de valeurs, qu'il était censé incarner de par ses discours. Moi, je ne parle pas de ce sujet-là, pardon. Toi, tu es uniquement focalisé sur le fait qu'il y a un noir avec une femme noire à la Maison Blanche, qui a été construite par des noirs, Ouais. et qui du coup va donner du sentiment de fierté et de la motivation à des noirs du ghetto qui vont se dire potentiellement, au lieu de suivre 50 Cent, tu suives Barack Obama. Mais si les vicissitudes Ouais. du système Ouais. qui font qu'il est marginalisé parce que noir n'ont pas changé, quand bien même il y a un noir à l'Élysée, il y a un noir qui est à la Maison Blanche, ça ne changera strictement rien, puisque les racines même du racisme n'ont pas été coupées. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'un et l'autre, même si on ne va pas s'éterniser là-dessus, vous estimez que ce soit aux États-Unis, en France, le fait que les Afros puissent avoir comme représentants des modèles de réussite, d'excellence, qu'on le veuille ou non, ça reste un modèle d'excellence, pour vous, c'est dérisoire tant que le racisme systémique perdure. Si je comprends fait, bien. Non, non, Je vais même aller plus loin. oui. Je vais même aller plus loin. En fait, le fait d'avoir des symboles régulièrement mis en avant dans un système foncièrement raciste ne changera pas la situation des masses. Ok. Pourquoi? Parce que si tu vas sur CNews et que tu es la caution noire ou arabe de Pascal Praud, même si on te met pendant 20 ans, 30 ans, et qu'il n'y a pas de réforme structurelle sur l'éducation, sur la santé, sur les pouvoirs publics dans les quartiers populaires, à part sortir des 3 individus, tu ne changeras pas le destin des quartiers populaires. À la rigueur, je vais même te dire une chose. Je préfère qu'il n'y ait que des blancs sur le plateau et des réformes de fond pour lutter contre le décrochage scolaire dans les quartiers populaires, pour lutter contre la désertification des médecins, et que pour le coup, il y ait une vraie politique d'égalité, qui est des Noirs et des Arabes qui en réalité masquent les problématiques de fond. Moi, je suis plus sur le résultat que sur le symbole. C'est ma philosophie. Ok, mais le symbole, je ne sais pas si tu as bien étudié la notion des symboles. Hein. Dans l'histoire de l'humanité, les symboles, c'est le cœur de la métaphysique, c'est le cœur de la psychologie. Sans les symboles positifs, un peuple ne peut pas se construire. J'ai pris l'exemple du prophète tout à l'heure, je peux prendre 1001 exemples. Sans symbole, sans figure d'identification. Mais bon, on va refermer cette parenthèse, à part Marie-Fidèle qui voulait en placer une quand même. Brièvement, moi, personnellement, je me replonge de ce moment où Barack Obama a été élu. J'étais jeune adolescente et ça m'a fait vraiment quelque chose en fait de pouvoir juste voir un homme noir à la Maison Blanche. Donc en termes de représentation, je trouve ça essentiel. Maintenant, encore une fois, derrière cette question de représentation, s'il n'y a pas de travail qui est fait sur le fond structurel du racisme et des systèmes de domination fondés sur les races et la manière dont ça se reproduit dans le temps, c'est vrai que ce n'est pas intéressant. Cependant, je trouve que c'est essentiel en fait d'avoir les personnes concernées pour pouvoir agir sur les politiques structurelles. Donc, personnellement, je me désolidarise un peu de ton propos, Mbeko, quand tu dis que tu préférerais un contexte où il y aurait par exemple que des blancs pour pouvoir solutionner des problèmes. Oui, à choisir. J'ai dit à choisir entre les deux, Okay. si j'ai pas le choix. Et tu es d'accord sur la présence des statues des Jésus blancs en Afrique ou pas? D'avoir des personnes concernées pour pouvoir agir, parce qu'on a les capacités d'agir, on a les capacités de penser, on les a déjà produites, et donc c'est essentiel de pouvoir s'inscrire en fait dans ces dynamiques organisationnelles pour pouvoir vraiment faire bouger les lignes. Je reprends mon propos. Dans un monde idéal, j'aimerais qu'il y ait vraiment cette incarnation, c'est-à-dire qu'on a le symbole et on a des valeurs et des principes qui sont matérialisés. Dans un monde idéal. Malheureusement, aux États-Unis, c'est la suprématie blanche qui dirige. On est d'accord ou pas? Ok. C'est quelque chose que tu peux entendre ou pas du tout? Non, mais pour moi, je te l'ai déjà expliqué.
Non, tu me poses une question, je te réponds, tu me dis non, mais. Ouais, mais c'est oui ou non. Non, je te réponds. Vas-y. Bon, pour moi, il n'y a pas de suprématie blanche aujourd'hui. Pour moi, il y a la suprématie académique. D'accord. Un Chinois, un Indien d'Harvard, il a Je te plus parle de... des États-Unis. Je te réponds. Il y a pas de D'Harvard, c'est les États-Unis, pardon. Un Indien d'Harvard ou qui travaille à la Silicon Valley, il a beaucoup plus de pouvoir qu'un blanc redneck du fin fond du Texas. Pardon, Mais c'est d'accord. factuel. Mais en fait, C'est plus la ségrégation ou du temps ou la couleur de peau faisait foi d'hiérarchie. Regarde. Ouais. Quand je te parle de suprématie blanche, Ouais. la suprématie blanche peut être dirigée et incarnée, même si c'est un noir qui est au pouvoir. C'est pas parce que. Alors, c'est quoi la suprématie blanche pour toi? C'est un mode de fonctionnement, c'est-à-dire c'est la prédation. Ouais. C'est l'exemple que je te donnais hier. C'est nous, Américains, on a le droit d'avoir la bombe nucléaire. Ouais. Vous, Iraniens, vous ne l'avez pas. Vous, Congolais, vous ne l'avez pas. C'est la suprématie blanche qui fonctionne ainsi. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Pourquoi tu dis Mais blanc? c'est ce que je viens de dire. Ah, dans ce cas-là, suprématie ou impérialisme. Non, parce Ok. qu'il y a des suprématies Ouais. qui reposent sur des critères raciaux et des suprématies qui reposent sur des critères économiques. Ok. Les Américains Ouais. ont un complexe de supériorité qui est le fruit de leur histoire, qui est racial. Ok. Et c'est pas parce qu'ils ont utilisé un couple d'Afro-Américains Ouais. qu'ils ont volontairement mis à la Maison Blanche Ok. que cette politique disparaît. Donc encore aujourd'hui, selon toi, C'est pas selon moi, faut voir. Mais t'as vu comment Trump parle du Nord Kivu? oui, Trump. Mais Trump, c'est qui? Ok. C'est un homme blanc américain. D'accord. Et il incarne quelle philosophie? Il incarne la philosophie raciste. Voilà. Maintenant, est-ce que Trump, c'est l'Amérique, lui tout seul? Mais Je suis pas sûr. Mais je parle pas de l'Amérique Mais tout tu me dis seul. la suprématie blanche. En fait, je te parle d'une politique Ouais. menée par un État Ouais. qui est l'État américain. Ouais. Qui est Trump ou pas, c'est la même politique. Mhm. Que ce soit Obama, que ce soit un Arabe, que ce soit un Indien, Mhm. c'est la même politique. Parce que les grandes familles derrière, le complexe militaro-industriel derrière, Mhm. il fonctionne sur la white suprématie. Donc même si vous mettez un Arabe Mhm. à la Maison Blanche, même si vous mettez un Indien, cet Indien-là, il ne va pas faire une politique progressiste, panafricaniste. S'ils l'ont mis là, c'est pour qu'il fasse une politique Américaine. suprémaciste américaine. Ok. Ça, c'est ça qu'il faut que tu en comprennes. Américaine, oui. Non, mais américaine, je suis d'accord. Moi, je te parle de ça, moi. Non, mais toi, tu dis blanc. C'est là au-dessous, on n'est Si pas je d'accord. peux- Si je peux juste dire quelque chose qui Oui. simplement reprend un tout petit peu, parce que je crois que la discussion elle est intéressante entre les positions qui sont affirmées dans des polarisations. Je pense qu'il y a quand même, par rapport à la discussion qu'on a, il y a quand même, je vais encore une fois assez rapidement essayer de le dire, trois choses qu'il faut relever. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas comprendre que au-delà des États-Unis, il y a une représentation de ce qu'on dit l'Occident. L'Occident, ce n'est pas une catégorie géographique. C'est un système qui est fondé sur une double alliance. Une véritable alliance économique, c'est-à-dire une véritable emprise, un véritable impérialisme On est qui d'accord. continue. On est bien d'accord. Celui-ci est associé avec une considération qui est raciale. C'est-à-dire que cette emprise-là, Ouais. elle est pour les corporations, Ouais. pour les multinationales et pour les gens qui sont à la tête, elle est blanche. Elle participe d'une perception de la mainmise économique. Aujourd'hui encore? Plus que jamais. Ok. Et tous les Noirs ou tous les Africains. Je peux vous poser une question là-dessus? Alors attendez, je termine juste cet élément. Fini. Tous les Noirs et tous les Africains qui montent dans les structures qui maintiennent le système, Banque mondiale, FMI, ils sont tous formatés à la même logique. Ils sont de couleur noire, ils pensent de couleur économique qui fondent une imposition raciale. Et c'est pour ça que c'est important. Donc il faut déjà, on peut discuter ça, on peut ne pas être d'accord avec ça. Simplement là, il faut être armé pour pouvoir dire que ça ne l'est pas, parce que véritablement, plus que jamais aujourd'hui, les dynamiques économiques, ce qu'on appelle la globalisation, ce que Amartya Sen mettait aussi en évidence, ce qu'on appelle globalisation, une sorte d'occidentalisation. Et l'occidentalisation, c'est une perception raciale aussi. Ok. Donc Après- selon vous, je résume, hein, Ouais. j'essaye en tout cas, selon vous, la lutte dite des classes à l'échelle internationale, comme l'a défini Christopher Lasch dans la révolte des élites, n'est rien d'autre qu'un autre pendant ou versant de la lutte des races. Non, Ah. c'est pas exactement ça. Ok. C'est pas exactement ça parce que, encore une fois, le processus par lequel on est passé en se disant, en fait, anticolonial, c'est problématique parce que ça polarise un pouvoir contre un autre. Décolonial, c'est se débarrasser d'une colonisation intellectuelle, c'est autre chose. Et que de ce point de vue-là,
le processus par lequel on est dominé ne tient pas à la couleur. On est d'accord. Il tient à ce qu'on a intégré du système du dominant. C'est-à-dire que c'est dans la tête, ça se passe, vous l'avez dit, c'est pour ça que la lecture doit nous permettre de sortir de cela. Mais il faut comprendre que ce n'est pas les symboles qui nous en libèrent. En partie. Non, Ok. le symbole réveille, il ne libère pas. Mais Non, mais pour être libéré, il faut être réveillé. Oui, oui. Donc c'est le point de départ. Attention, non, Bah mais oui, si. mais attention. Bah, vous me dites libéré, Mais réveillé. C'est exactement ça. Donc On c'est est le point bien de d'accord départ. là-dessus. C'est-à-dire, Donc c'est le point de départ. Attendez, Ok. l'éveil Oui. est important, le chemin Ah oui. est essentiel. Non, mais c'est important Non, mais qu'on c'est- comprenne ça. Alors C'est- ça m'amène à c'est dire... pas, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Attendez, Oui. c'est nécessaire, et j'en viens à mon deuxième point, à la condition qu'on a bien compris comment fonctionne le symbole. Si par exemple, dans ce que vous avez dit, à un moment donné, on est jeune et on voit tout à coup il y a un noir, on se dit, bah, attends, c'est possible. Ok, ça c'est bien, c'est donc possible. La question, c'est est-ce que ce doit être possible comme lui, c'est-à-dire le gars, il s'est soumis à tous les désidératas de ceux qui ont le pouvoir pour y entrer, ou est-ce que c'est possible de te dire, je garde ma couleur, je revendique mes principes, et je pars dans un processus de libération. C'est pas pareil. Ou alors, attendez. Non, je rajoute la troisième. Attendez, je voulais juste vous dire... Troisième oui, allez-y. alternative. D'accord, Les allez-y. probabilistes, deux alternatives, Oui. une troisième, que Oui. vous avez oubliée, qui est pourtant la plus importante, et qui concerne nos jeunes des quartiers, Oui. et pas que. L'ambition, la motivation, ce qu'on appelle intrinsèque. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas, je vais devenir président, mais il se dit, je peux ambitionner. C'est ça la différence. Beaucoup de jeunes, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on dit, oui, l'équipe de France, il n'y a que des Noirs. Mais parce que dans les quartiers, dans leur imaginaire, Ouais, mais vous savez, j'ai bien compris, on Non, est mais bien d'accord, mais là, il y a un mais c'est processus... important, c'est Non, mais fondamental c'est pas... qu'ils c'est- puissent avoir une mais ça peut représentation être- diverse. Attendez, ça peut être trompeur, parce Ouais. que si on se dit je peux y arriver, il faut se rendre compte, on peut arriver à quoi? C'est-à-dire à être comme lui. Non, à devenir médecin, avocat, architecte, chirurgien, et non pas juste footballeur ou dont la carrière est brisée pour les ligaments croisés. 99%, c'est plus la manifestation symbolique médiatique que le processus éducatif qu'ils retiennent. C'est ça qu'ils retiennent. Et c'est là où j'aimerais vous dire une chose, c'est que le système médiatique Oui. qui entoure ce système économique dominateur, il sait faire usage des symboles. Il sait exactement prendre celui-là. Et ils les choisissent. Ils choisissent même ceux qui sont dans la résistance. Est-ce que vous avez vu comment la parole de quelqu'un comme Bob Marley, qui était de revendication, pour le faire entrer dans le marché, et on fait de l'argent. Donc, on utilise des symboles. Donc, il faut faire attention. Le symbole Ouais. est essentiel à l'éveil de la conscience. Il devient pervers quand il trahit la conscience. Pour Ça veut faire dire quoi? semblant. Trahir la conscience, c'est-à-dire, il vous donne l'impression que ce symbole est signifiant, mais il vous fait rentrer dans un moule, qui est le moule de celui qui domine. Et c'est comme ça que ça peut... Donc ça, c'est très important de se rendre compte que vous êtes en face alors, d'un de quel pouvoir. moule vous parlez? Attendez, le Ah, mais moule... moi, alors, si je me permets de vous couper, c'est parce qu'il faut clarifier. Vous en Ben, posez c'est moi bien, vous abstrait. avez raison. Voilà, j'essaye de Non, faire en sorte que tout le monde comprenne. j'essaye de ne pas être trop bratin, mais Quand vous à dites partir le moule. quand un symbole est pervers, c'est qu'il vous donne l'impression de répondre à vos aspirations, mais qu'il vous fait trahir vos principes. Ok. C'est-à-dire, ah, t'es noir, regarde, Obama peut y arriver. Le type, il a tout vendu. Ok. Tout vendu. Même sa femme, elle était aux avant-postes de la lutte pro-noir aux États-Unis. Elle a tout lâché. Et maintenant, pour faire une conférence, elle prend 1,5 million. Parce qu'elle est la représentante de la réussite noire aux États-Unis. Et quand vous avez, à partir d'un certain moment, pourquoi il faut différencier entre les symboles dans le monde de la culture, dans le monde du football, dans le monde du cinéma, dans le monde de la littérature, il faut faire la différence entre les symboles de ceux qui réussissent à écrire et à qui on donne les prix Goncourt parce qu'ils ont tout lâché. Ils sont ce qu'on appelle des bounty, peau noire Masque blanc. et masque blanc, c'est-à-dire la réalité d'un cœur qui répond exactement au dominé. Ça, il faut faire attention. Donc, Vous il y faut... croyez à ça, au concept de Bouti? Bien sûr. Bien Ok. sûr. Ah ben, mais moi, j'en rencontre Ah, tout le tout- temps. tout- Mais je veux dire, Ok. c'est-à-dire, moi, dans ma vie, la Ah, première j'avoue que je suis communauté, estomaqué. attendez, la Ouais. première communauté avec laquelle j'ai été en communication aux Ouais. États-Unis, c'était les Afro-Américains. Ils sont les premiers à savoir qu'ils les trahissent. Ils sont les premiers à voir celui-ci, il a notre peau, il parle blanc. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Attendez, qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle blanc? Ouais. C'est-à-dire, il parle les valeurs du système qui nous domine. C'est-à-dire, il s'entre dans cette problématique-là. Dernier point que je voulais dire, parce que j'avais dit qu'il y en avait 3. Le dernier point, et ça rejoint ce que disait Maître Mbeko tout à l'heure, c'est un point qui est essentiel. C'est
faut faire attention au symbole quand on prend un symbole et qu'on le met tellement en avant qu'on veut le distancier d'une communauté d'intérêt et de résistance. C'est-à-dire, à un moment donné, on idéalise un homme pour étouffer un mouvement. On parle de Martin Luther King, on ne parle pas de tout ce qui l'a fondé. On parle de Rosa Parks, on ne parle pas de... Elle était une militante. Elle était une militante qui était d'un mouvement qui portait... Malcolm X, c'est la même chose. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on fait des martyrs pour étouffer des causes. Or, les martyrs... En quoi la cause a été étouffée? J'ai pas compris. Non, ce que je veux dire... Vous connaissez peut-être l'histoire afro-américaine mieux que moi, mais en quoi la cause des droits civiques a été étouffée alors que les droits ont été votés en 1965? Et la discrimination positive. Mais c'est Trump qui remet en cause justement les vertus de cette discrimination positive. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un jour pour Martin Luther King. On a idéalisé l'homme, étouffé sa cause. Il y a même un mois consacré à l'histoire afro-américaine. Oui, mais on a tout fait. Mais ça, ce sont des symboles. C'est-à-dire, c'est la narration du dominant qui raconte le dominé, l'entretient dans sa domination et lui donne l'impression que... Donc pour résumer là-dessus, après on va revenir sur vous. Pour résumer là-dessus, selon vous, la réalité socio-économique des Afro-Américains en l'espace d'un siècle, donc avant la ségrégation et aujourd'hui, ne s'est pas améliorée. Ah non, c'est pas ce que je dis. Je dis que sa relation au dominant n'a pas été améliorée. Ok. Attendez, en termes de conscience populaire, en termes de mobilisation, en termes du rapport à la conscience des femmes à l'intérieur de ce mouvement, on n'a jamais été aussi vivant que ça. Mais le caractère vivace de ça ne dit absolument pas le caractère ouvert du système qui l'étouffe. Le système est pervers et il continue à l'être et il va essayer de chercher qui, dans la résistance, est achetable. Donc vous, c'est le système, quoi qu'il arrive, et l'émergence de maires, de juges, d'avocats, d'entrepreneurs afro. J'aime pas trop comment vous résumez ma pensée parce qu'elle ne dit pas ceci. Vous savez, moi, je défends depuis 40 ans les mouvements nationaux d'initiative locale. C'est-à-dire, moi, je ne m'intéresse pas au président. Je m'intéresse au maire, à l'autorité locale. Ce mouvement qui vient de la base et qui prendra 1 ou 2 générations. Et je viens de vous dire que ce mouvement-là, il est extrêmement vivace, il est très important. C'est celui qui fait peur. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez par les réseaux qu'on perd nos droits démocratiques? Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont le plus conscience de l'engagement pour la démocratique, ce sont ces populations-là. Et donc, il faut trouver d'autres voies. Il faut les détourner de ceci. Donc, on va changer les lois et on va étouffer les processus démocratiques parce que tout à coup, il y a danger. Il y a une conscience nouvelle qui apparaît. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis qu'il faut être conscient de la force et de la puissance destructrice et manipulatrice et même intégratrice, parce que c'était le terme qu'il y avait entre Malcolm X et Martin Luther King, du système, tout en reconnaissant qu'il y a des consciences aujourd'hui qui sont extrêmement affûtés, qui ont compris comment ça fonctionne. Ceux-ci, on ne les verra pas à CNN, on ne verra pas, ils ne seront pas des symboles, ils seront des personnes qui travaillent au niveau local et ils existent aujourd'hui. Et je vais même vous dire une chose, ils existent tellement que c'est ce qui fait le plus peur au système démocratique qui seront forcément et nécessairement devront composer avec eux. Regardez ce qui est en train de se passer à New York. Tout à coup, ça se bouge, et même dans le clan démocrate, parce que vous avez quelqu'un qui est en train d'apparaître et qui est en train de dire au niveau local, c'est la politique. Et il y a une chose qui est intéressante, ce sont des gens qui peuvent être d'origine africaine ou d'origine asiatique ou d'origine d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que quel est l'indice qui montre que quelque chose change? C'est qu'à un moment donné, il ne parle plus uniquement de l'immigration, il parle de l'éducation, il parle des politiques générales, il parle des politiques urbaines. Ils deviennent véritablement ouverts à toutes les problèmes. Il parle des femmes, il parle de l'éducation. Et c'est plus, toi là, l'Africain, tu t'occupes des Africains, tu t'occupes comme la police, on l'envoie à Saint-Denis, ça doit être la même couleur. Non, c'est plus la même chose. Quelque chose est en train de changer. Ok. Alors, merci pour ce laïus, cette clarification. Maintenant, on va revenir sur votre personne. On a introduit la condamnation de Sarkozy. Vous avez fait l'objet d'une condamnation tout récemment, ce qui d'ailleurs nous a posé, en toute franchise, et que notre public le sache, un cas de conscience. On s'est interrogé, est-ce qu'on allait servir de caution, de réhabilitation? Est-ce qu'au contraire, on allait prouver que nous laissons la place, la parole
et le droit, entre guillemets, au débat contradictoire à tout un chacun. On a choisi la deuxième option. Partant du postulat, le mot postulat a son importance, partant du postulat que vous avez raison dans le fait que vous avez clamé votre innocence. Jusqu'ici, nous sommes d'accord. Donc partant du postulat que vous seriez innocent, selon vous, pourquoi subissez-vous, on peut appeler un acharnement judiciaire, selon vous? Pourquoi? Alors écoutez, il y a plusieurs raisons à ça. Je suis moi sur le terrain en Occident depuis 40 ans et j'ai toujours dit, et depuis longtemps, je sais que je gêne et je sais qui je gêne. Ma position, elle est extrêmement claire. Souvent, certains ont pensé que c'était dans le petit microcosme français. Et moi, mon engagement, il n'était pas de cette nature-là. Il y a trois... Si vous voulez, dans un des livres que j'ai écrit, qui s'appelle « Mon intime conviction », j'ai mis en évidence tous ceux qui pouvaient être opposés à mon engagement. Il y a un premier engagement qui est celui du réveil des consciences. C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé sur le plan populaire. Pendant 10 ans, j'avais quelque chose qui correspondait à une université populaire. J'étais tout le temps en Afrique et je parlais justement à ces mouvements dont on parle, c'est-à-dire ces réveils. J'étais allé voir à l'époque Sankara. Donc, je suis dans ce mouvement-là, qui est un mouvement qui est occidental de culture, éveillé de conscience, et qui ne veut pas... moi, je suis en Europe parce que mes parents ont évité la prison en Égypte sous une dictature, et j'ai toujours dit, je sais où je vis, mais je n'oublierai jamais d'où je viens. Et ce discours-là, quand j'allais en Afrique, quand je faisais ces conférences, il y avait les ambassadeurs qui étaient là. Je savais que c'était suivi et que ça gênait. Ça gênait même depuis l'époque, à l'époque même en Côte d'Ivoire, où avant El Hassan Ouattara, j'avais pu voir les présidents et m'engager dans quelque chose qui était un processus de réconciliation nationale et de libération, mais au niveau populaire. Donc il y a ce premier élément. La deuxième des choses, c'est mon engagement par rapport à l'islam, qui est de dire, écoutez, on est musulmans, on est occidentaux, et on n'a pas à s'excuser de cela. Il faudra prendre comme ceci, l'islam est devenu une religion occidentale et européenne, et donc je m'y engage en prenant parfois le contre-pied de certaines décisions en France. Et donc là, on me ciblait effectivement, mais avec l'idée que je refusais et la diabolisation des musulmans et le racisme anti-musulman ou l'islamophobie. Et puis, il y a cet engagement qui est un engagement par rapport à la question palestinienne, et dont on voit aujourd'hui que les choses se sont très durcies, c'est le moins qu'on puisse dire. Durcies et détériorées, c'est-à-dire que dès qu'on prend la position de défendre les Palestiniens, on peut très très vite être condamné ou en tout cas poursuivi pour apologie du terrorisme. Ces combats-là ont toujours été les miens, je savais que je gênais. Donc éveilleur de conscience, musulman occidental, pro-palestinien, cocktail explosif selon vous? Mais pas selon moi, je veux dire, n'importe quelle personne lucide sur les réalités politiques en Occident. Ben regardez ce qui est en train de se passer. Vous parliez tout à l'heure de CNews, mais CNews, c'est un épiphénomène par rapport au mouvement très très à droite qui est en train de traverser tout l'Occident. C'est-à-dire, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez dans tout ce qui se passe en Europe, regardez ce qui se passe en Australie. L'Occident, de ce point de vue-là, à cause de ce mouvement historique, de la présence justement de ces populations, de leur émergence, de leur émancipation intellectuelle, de leur capacité maintenant à dire « non mais attendez, vous n'allez pas parler à notre place, vous allez nous écouter », j'étais moi juste le symbole de ça, qui fait qu'à un moment donné, ce que vous avez dit sur les symboles, je l'entendais sur moi, et moi j'ai toujours dit « attention, moi je ne suis ni le représentant ni le symbole, je participe d'un mouvement ». Pourtant vous l'étiez. Mais je reviens sur la dimension musulmane et le rapport à l'Occident. Parce que c'est un sujet, comme vous le savez, qu'aujourd'hui qui hante bon nombre de responsables politiques, peut-être même une grande partie de la population. D'aucuns parlent de grands remplacements. Selon vous, comment expliquer le fait qu'il y a à peu près, on va dire, 60 ans, 70 ans, l'occidentalisation des mœurs gagnait même les espaces musulmans? Que ce soit en Égypte avec sous Nasser, que ce soit même le Shah d'Iran, enfin tout le monde ne jurait que par la vision du monde occidental qui prônait le bonheur sur terre, la consommation et qui mettait de côté, qui renvoyait, j'allais dire, au cimetière l'islam. Et puis, il y a eu un retour de la place de l'islam. Donc comment vous expliquez ce retour en grâce, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'islam au sein des populations musulmanes en contact de la civilisation occidentale? Alors, en fait,
cette histoire, telle que vous la narrez, elle est le produit d'une illusion d'optique. Tout ce que vous avez dit est vrai sur les élites. Les élites. C'est-à-dire que les élites qui s'exprimaient en Égypte, en Afrique, qui sont ceux qui sont de l'État et de la bourgeoisie d'État, ils étaient là, ils partaient. Eux, ils étaient les symboles de ça. Oui, les symboles d'une perversion. En fait, c'était véritablement les personnes que l'on représentait dans les médias occidentaux parce qu'ils étaient la confirmation d'une espèce de prépondérance de notre culture. Regardez, même eux, les élites, mais ils parlent comme nous. la question qui se pose ici, excuse-moi de te couper, qui plaçait ces élites au pouvoir? Parce que bien souvent, il y avait une rupture entre ces élites dont tu parles et la population. Mais quand tu voyais des fois les scores qui avaient été atteints par ces chefs d'État, c'était des scores assez incroyables, 80%, 95% lors des élections. On se doutait que ce n'était pas la population locale qui était en rupture au niveau des mœurs avec ces élites qui les avait placées là. Tout à fait. Donc il faut toujours se poser la question, moi qui m'intéresse, c'est qui plaçait ces élites-là? Tout à fait. Parce qu'on peut passer pour un mec complètement, on va dire, complotiste à l'endroit de l'Occident. L'occidentalisation dont parle Herman, bien souvent il y a une rupture entre la masse et le clan qui dirige cette masse, et ce clan qui s'occidentalise. Et comme par hasard, il y a une corrélation entre où ces familles qui sont au pouvoir ont leur compte bancaire. Quand on regarde dans les pays où, dans leur compte bancaire, on comprend qu'ils ont leur compte bancaire parfois en France, parfois aux États-Unis, et on découvre aussi qu'ils ont un soutien militaire de ces pays-là. Donc ce qui veut clairement dire qu'en réalité, ce sont des pions sur un échiquier, et que tu ne peux pas gagner une partie quand tu es un pion, malheureusement. Et dire ça, c'est pas être dans une logique de victimisation, c'est juste expliquer que les dés sont pipés quand on va se rendre aux urnes et qu'on sait que pertinemment, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, c'est la même famille qui va rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Cette même famille qui vit en vacances à Monaco, dans le sud de la France, qui a des hôtels particuliers dans les beaux quartiers parisiens, et qui envoie ses enfants se mélanger avec cette même diaspora, avec cette même culture occidentale, et qui en réalité en a strictement rien à faire du peuple. Et dire ça, c'est juste dresser un constat factuel et vérifiable. Non, mais comment tu expliques le basculement de cette même élite à des valeurs plus musulmanes aujourd'hui? Parce qu'il y a un retour de flamme par rapport à la population. C'est-à-dire que le matérialisme qui est proposé, cette volonté d'aller dans une logique de surconsommation, à un moment donné, elle rentre en choc, en collision avec des valeurs et des principes qui ne correspondent pas à la majorité des masses. Raison pour laquelle, sur les mouvements LGBT, vous avez des gens qui disent le mariage pour tous, c'est valable pour vous les Occidentaux, nous, ça ne nous intéresse pas. Et si vous voulez nous culpabiliser en disant qu'on est des homophobes, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est la pression populaire qui a fait changer... Mais à un moment donné, il y a une collusion en termes de valeurs et de principes. C'est-à-dire que le modèle occidental, certains veulent le généraliser à la planète entière. Et d'autres ont un système de valeurs et de principes qui est différent. Pas forcément supérieur ou inférieur, juste différent. Et veulent garder ces singularités. Alors précisons bien ce qu'on entend par modèle occidental. Modèle occidental? Ouais. Aujourd'hui, le mariage pour tous. C'est l'Occident qui va promouvoir le mariage pour tous. Okay. Donc le modèle occidental, en gros, c'est les libertés, le combat, toujours plus de liberté. Mais que coûte. En gros, c'est ça. C'est un rapport. C'est l'extrême, si vous voulez. C'est pas un extrême aujourd'hui, le mariage pour tous. Ce que je veux dire, c'est l'extrême de la représentation de ce que c'est que l'Occident. C'est pour ça que je parle de qu'est-ce que c'est que le modèle occidental. Ça peut être la consommation, ça peut être la participation à l'économie libérale, le culte de l'individualisme, de la consommation. C'est une culture, en fait. C'est une vraie culture. Parce qu'il faut vraiment... Moi, mon travail, c'est toujours de clarifier. Modèle... Bah oui, je t'en prie. Je pense qu'il y a vraiment un rapport on est dans un champ de force. Il y a des jeux de lutte. Et dans ce champ de force, elle s'inscrit dans un contexte notamment historique. Et là, tu parles par exemple de la question de l'homosexualité. Ça fait notamment écho en fait à la manière dont le monde occidental, tel qu'on peut l'entendre, France, Belgique, par rapport, en utilisant par exemple des systèmes comme la colonisation, a imposé des normes de genre. Et alors, dans ce mouvement en fait, actuel, notamment qu'on dit par rapport à des institutions internationales de vouloir porter certaines luttes, notamment la cause LGBT, la question des droits des femmes, il y a en fait ce phénomène de fémo-nationalisme où on va encore imposer des normes de genre qui viennent de l'Occident. En fait, c'est pas
à proprement dit l'essence même qui est l'émancipation des femmes, par exemple, où il y a plein de pays qui fonctionnent selon des systèmes islamiques, ils peuvent être en faveur de ça, c'est le fait d'imposer en fait la manière de faire à chaque fois de manière occidentale. Et je pense que c'est comme ça qu'il y a un rapport en fait de résistance qui se joue entre le fait d'imposer encore des normes occidentales, comme ça a été fait durant l'époque coloniale, et maintenant à la manière dont certaines sociétés, notamment par exemple africaines, préfèrent en fait s'asseoir dans certaines valeurs et de s'inscrire en fait dans ce champ de rapport de force et de ne pas se laisser faire comme du coup ça a été fait par le passé. Juste une chose par rapport à ça que j'aimerais dire, parce que moi je suis d'accord avec ces réflexions. Dans la question que vous posiez, l'élite de ces pays, effectivement, souvent ce sont soit des choix qui sont faits par sélection, on va choisir celui qui est le plus conciliant avec la domination et sa représentation, et que l'on peut corrompre, dont on sait pour certains d'entre eux qu'ils ont des milliards dans les banques en Occident, mais qu'on laisse parce que ce sont des corrompus qui font l'affaire, jusqu'au dans les États du Golfe. Je veux dire, dans les États du Golfe... Et s'ils se comportent mal, on gèle ses comptes. Voilà, ça peut être ceci aussi, ou ce peut être une représentation religieuse, mais ils ont la façade religieuse et le système occidental et le système financier et l'argent qui rentre. Donc les élites restent quand même très ancrées et très... Okay. Je veux dire, toute l'élite... Ce n'est que la façade qui s'est islamisée de nouveau. Alors attention, la façade, elle ne s'est même pas islamisée, elle n'en a pas besoin. Okay. Mais ça cache les réalités populaires qui sont totalement déconnectées de ces pouvoirs-là et qui ont des aspirations religieuses et qui ont des aspirations spirituelles. Mais comment vous l'expliquez ? Et c'est vrai aussi même en Afrique chrétienne, je veux dire, c'est une réalité. Comment vous l'expliquez, ce basculement, quand on sait, si on prend l'exemple de la France, moi j'ai grandi en banlieue HLM où il n'y avait pas de voile, par exemple. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, majoritairement, dans les bon nombre de banlieues HLM, les femmes sont voilées. Donc comment vous expliquez, moi c'est de ça dont je parle, comment vous expliquez ce changement ? On parlait des pays majoritairement africains, mais en Occident, cette réalité-là en France, elle est visible partout. C'est qu'à un moment donné, on a pensé, et on nous a tenu le discours, vous savez, avec les sortes de prétentions occidentales, plus on est éduqué, moins on est religieux. Moins on est spirituel. C'était ça ce qu'on nous disait. On disait on devient rationaliste. Être cartésien voulait dire nier Dieu, en fait. Or, en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que vous avez dans toutes les sociétés occidentales des populations qui viennent d'Afrique, et plus elles s'éduquent, et plus elles peuvent avoir aussi une conscience religieuse et spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'elles questionnent quoi ? Elles ne questionnent pas simplement « je vais chercher Dieu quand il n'y a plus rien ». Je cherche le sens de ce qui est. C'est différent comme question. Et qu'à partir d'un certain moment, vous avez des gens qui reviennent à la pratique, c'est vrai pour des chrétiens. Après, vous avez tout type. Vous en avez qui sont athées, vous en avez qui sont agnostiques, puis il y en a qui sont plus religieux. Donc, l'équation plus d'éducation, moins de religion, c'est une représentation totalement fausse des dynamiques sociales. Et vous voyez que ceux qui sont le plus revenus à la religion dans tout l'Occident sont les plus éduqués. Donc ça, c'est un élément qui est important, il faut tenir en compte. Si je peux me permettre une chose qui est plus personnelle par rapport à ce que vous avez dit, parce que je ne peux pas laisser dire, on s'est posé la question puisque vous avez été condamné, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que vous avez parlé de la condamnation qui vient de se passer en Suisse, les gens pensent que j'ai été condamné, et là maintenant, pour la première fois en 8 ans, quelque chose qui est un vrai coup de tonnerre est en train de se passer dans mon affaire. Et on est en train de demander la révision du jugement en Suisse et la réouverture de l'information en France. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on a donné au juge 2 expertises qui sont des expertises, vous en avez sans doute entendu parler dans l'affaire de Grégory, de stylométrie. C'est-à-dire de rechercher la paternité de qui a écrit des messages. Or, à l'heure où je vous parle maintenant, 2 expertises en stylométrie mettent en évidence que la plaignante suisse qui est venue prendre contact avec moi, qui a insisté pour me voir, avec laquelle j'ai dit, moi, il ne s'est rien passé, je lui ai demandé de partir, elle a insisté. Eh bien, 2 semaines avant de me rencontrer, elle écrit un message, torpille en prépa. Alors, monsieur Ramadan, qu'on se mette bien d'accord. Moi, j'ai... Non, mais attendez, laissez-moi terminer, parce que je finis juste cet élément-là, après vous me reprenez. Mais je veux que les gens entendent ceci, parce que ceci, maintenant, ça va être médiatisé. Oui. Donc, attendez, laissez-moi juste terminer ça, parce que c'est important. Vous êtes en train de me dire, vous êtes condamné, j'aimerais vous expliquer. C'est pas ce que j'ai dit. Vous m'avez pas bien compris. C'est pour ça que je le suis, j'ai été condamné en Suisse. J'ai précisé ensuite, je pars du postulat, j'ai même insisté sur le mot postulat.
que vous seriez innocent. Donc, nous ne sommes pas là pour refaire l'affaire. Je dis qu'on part du postulat. Donc, on valide cette thèse. Ça ne sert à rien de revenir dessus. Il ne faut pas la valider. Il faut juste entendre. Attendez. Okay. Vous êtes un média alternatif. Au moins que dans l'alternative, on entende ce qu'on ne me laissera pas dire dans les autres médias, parce que les autres médias m'étouffent. C'est ici que je dois le dire. C'est ici que vous comprenez. Parce que dans mon affaire, il y a un enseignement pour nous tous. Pas pour moi. C'est pas mon affaire. Mais nous, on n'a pas les éléments du dossier. Vous me dites ça comme si on avait les éléments. On ne peut pas juger, nous. Non, je ne vous demande pas de juger. Je vous demande de savoir ce qui vient. On ne connaît pas ce qui constitue la vérité. Tariq, vas-y, va au bout de ton raisonnement. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire qu'il y a maintenant la preuve formelle par une femme qui est l'experte mondiale en ce qu'on appelle la linguistique forensique assistée par ordinateur, qui dit à 97% et 100% sur tous les tests, la plaignante suisse est l'auteur de quoi? D'un message 2 semaines avant de vous voir qui dit « torpille en prépa ». Donc elle avait le plan. C'est pas fini. Une autre plaignante française écrit 5 jours avant de me voir. On va le faire venir dans un hôtel et on va amener un paparazzi et on va le piéger. Donc c'est prémédité. Pourquoi c'est important ça? Parce que maintenant on demande que la justice prenne compte de ça. Et là, vous voyez, on a commencé par Sarko. L'idée, c'est que moi, je veux le droit que le droit. Je ne veux pas que l'image que l'on se fait de moi, Tariq Ramadan, il gêne pour X ou Y raison, elle influe sur le droit. Prenez maintenant les preuves scientifiques et dites-moi ce que vous allez faire de ça. Et ça, c'est un premier élément. Donc, ce que je dis depuis 9 ans, je suis innocent et c'est un traquenard et confirmé scientifiquement là maintenant, ça vient de sortir le 5 septembre. Deuxième des choses que j'aimerais que ceux qui comprennent, les Africains qui nous écoutent, ceux qui sont sur le terrain, que vous comprenez qu'à partir d'un certain moment, quand vous prenez la parole et que vous êtes perçu comme le symbole d'une résistance, tous les coups sont bons. Tous les coups sont bons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous entendez Caroline Fourest qui dit « on l'a empêché ». C'est qui ce on? C'est qui ce on? Qui êtes-vous ce on? Jean-Claude Elfassi, pour ne pas le nommer, 17 condamnations, qui dit « Juifs de France, quittez ce pays infesté par les Arabes et les musulmans ». Il connaît toutes les plaignantes. Jusqu'à quand on va faire la sourde oreille? Jusqu'à quand on ne va pas voir qu'en fait, il y a des gens qui manipulent et qui en fait tentent des pièges. Donc c'est un réveil aussi pour qui connaît l'histoire africaine. On le sait qu'ils tentent des pièges, on sait leur méthode et c'est ce qui m'est arrivé. Donc je comprends votre souci journalistique de vouloir dire on ne connaît pas le dossier, on ne prend pas position. Mais à un moment donné, si vous êtes un éveilleur de conscience, il faut dire attention, dans cette affaire-là, il y a quelque chose de grave qui se joue parce qu'on a sali un homme avec l'idée qu'on voulait détruire un symbole. Au moins c'est dit. C'est dit. Moi je reste sur ma notion de postulat. S'agissant donc du rapport à l'Occident et à la religiosité qui revient, qui est placée au premier plan, que certains encouragent de leur vœu, est-ce que le bras de fer ou la scission ne se situe pas au niveau du rapport au désir? La société occidentale, qui est devenue la société de consommation et la société du désir, et qui ensuite se prolonge dans les rapports hommes-femmes, ce qu'on appelle l'hypersexualisation. L'hypersexualisation, quand on est éduqué, quand on vit dans des hôtels particuliers, les conséquences peuvent être relativement circonscrites, limitées. Tandis que quand on vit en promiscuité, l'hypersexualisation donne, la prostitution donne énormément de travers. Donc est-ce que, selon vous, justement, ce rapport au désir n'expliquerait pas, comme moi je reprends à peu près les propos de Patrick Buisson, paix à son âme, qui expliquait que lui, idéalement, à choisir, il préférait voir une femme voilée de 14 ans qu'une Lolita en mini-jupe. Est-ce que ce ne serait pas l'une des explications phares à l'islamisation croissante? Si vous voulez, en termes de réaction à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire d'un côté les pertes d'un certain nombre de valeurs morales et de l'hypersexualisation, et puis de l'autre côté, une réaction à ça ou une réaffirmation d'un principe. Donc entre les deux extrêmes de l'hypersexualisation et puis de la réaction qui peut advenir et qui est une revendication, une réaffirmation du principe de ce qui est spirituel. Une consolidation des rapports humains. Et une consolidation. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ni essentialiser ni à polariser. C'est-à-dire que la reconnaissance du plaisir et du désir est une chose. La surdétermination de cela par rapport à tous les principes qui sont des principes moraux, qui sont des principes de maîtrise, elle peut poser un problème parce qu'à partir d'un certain moment,
Nous sommes dans un système où on sait une chose, c'est que le désir débridé, c'est que l'addiction entretenue, ça fait de l'argent. La consommation. C'est un principe de ce qu'on appelle le capitalisme addictif aussi. D'accord. De l'autre côté, vous avez une résistance qui dit non, on est pour le désir, il est important, le plaisir, il est important, mais pas à n'importe quel prix. Il faut que l'on garde notre humanité pour humaniser le principe du désir et le principe du plaisir, parce qu'il faut que ça reste des normes humaines. Et qu'à partir d'un certain moment, quand vous êtes dans cette position-là, c'est une véritable résistance, mais je vais vous étonner, ce n'est pas forcément une résistance d'abord idéologique, c'est une résistance morale. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, toute femme ou tout homme, avec ou sans Dieu, qui dira les principes et les valeurs, c'est ce qui fonde mon humanité, je les garderai jusqu'à ce que mort s'en suive. Au nom de mes principes, je vais résister aux dominants, je vais résister à la colonisation, je vais résister au patriarcat, je vais résister au processus de consommation qui me traduisent et qui me transforment en objet d'une grande foire, d'un marché international. Dès que vous êtes dans cette position-là, vous êtes un danger pour le système. Alors quand vous êtes tout seul et puis isolé, ils n'en ont cure. Mais quand vous êtes un mouvement, et surtout un mouvement d'alliance, c'est-à-dire que moi, ma position elle a toujours été celle-ci, à aucun moment, ma position n'a été l'islam contre tous les autres. Elle était tous les hommes de principe. C'est-à-dire être en combat avec Mandela qui travaillait avec des musulmans, qui travaillait avec des athées, qui travaillait avec des êtres de principe contre l'ère de la consommation sans principe. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. En parlant d'alliance, c'est pas un slogan, hein. C'est un mode de vie. C'est un belle punchline, alors, si vous voulez. C'est un mode de vie plus qu'une punchline. En parlant d'alliance, on observe depuis quelques années, au sein des rapports afro-arabes, en France en particulier, une forme de ce qu'on appelle une bassémisation des esprits, une tension en interne entre une partie des Arabes, une partie des Afros. Déjà, premièrement, vous, est-ce que vous l'avez observé ? Deuxièmement, sur quoi s'enracine-t-elle ? Écoutez, elle s'enracine sur deux problèmes. Parce que ce que vous me dites, est-ce que je la constate ? Oui, elle existe réellement. Elle est basée sur des faits concrets, objectifs, et puis sur des malentendus. Mais je vais vous dire une chose sur le plan historique pour vous ramener à ma réponse sur le plan français, puisqu'on parle de ceci. Quand j'ai commencé à aller aux États-Unis, il y a près de 40 ans, j'arrivais et dans les communautés afro-américaines, il y avait des mouvements chrétiens, des mouvements musulmans. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Le même jour à Chicago, vous aviez la convention des musulmans qui venaient du Moyen-Orient et la convention de ceux qui étaient sortis de Nation of Islam, des Noirs africains. Et ils étaient les deux là. Le mouvement dirigé actuellement par Farrakhan. Non, avant ça c'était Farrakhan, le fils de Elijah Muhammad en est sorti, puis il a créé cet autre mouvement qui est un mouvement effectivement qui était rentré plus dans la norme, mais c'est un peu la même, c'est le même courant de pensée, c'est-à-dire on est musulman, on est afro-américain. Et ce qui était fou, c'est qu'ils étaient dans la même ville le même jour, tout le monde disait on est frères, et là vous aviez les Arabes. Mais séparés. Ok. Et un vrai problème, c'est-à-dire qu'eux avaient raison en disant ils nous regardent de haut, les Moyen-Orient, parce qu'en fait, en plus, ils avaient un statut social, ils venaient comme médecins, comme ingénieurs, etc. Et eux, ils disent oui, eux, ils sont bien, mais ils ne comprennent pas encore l'islam. C'est-à-dire, ils sont un peu trop africains, trop américains. Un processus qui mettait en évidence deux choses. Un racisme endémique et un statut social. Et c'est exactement ce que vous pouvez voir aussi en France. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous avez quelque chose qui, effectivement, dans la représentation de soi, a fait penser aux Africains du Nord qu'ils n'étaient pas exactement... Je veux dire, Africains du Nord, c'est pas l'Afrique. Je veux dire, quand on dit même les Africains subsahariens, quand ils disent l'Afrique, ils disent les Africains noirs, par opposition aux Africains. Mais c'est l'Afrique, c'est le même continent. Et donc là, il y a une représentation qui est géographiquement fracturée parce qu'elle est fondée sur quelque chose qui est l'entretien
d'un certain type de racisme. On ne peut pas faire comme dans l'histoire de ne pas savoir que les Arabes ont participé à la traite des esclaves. On ne peut pas ne pas savoir qu'il y a, de ce point de vue, aussi eu des mouvements qui étaient des mouvements communs de Noirs et d'Arabes qui ont travaillé ensemble. En d'autres termes, dire que l'islam refuse la séparation des couleurs et des races et qu'on est tous égaux ne dit pas que l'histoire n'a pas montré des racismes et du rejet. Parce que c'est vrai. Parce que moi, j'ai dans ma famille, en Égypte, ceux qui sont au nord, qui sont racistes par rapport à ceux qui sont au sud de l'Égypte, parce qu'ils sont plus bronzés, plus noirs. Et qu'on est obligé de reconnaître qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc, dans la représentation, un problème. Ajoutez à cela la deuxième réalité, c'est le statut social. C'est-à-dire que quand, par exemple, on arrive aux États-Unis et qu'on arrive à un certain nom informaticien, et puis qu'on réussit socialement, on participe au rêve américain, on intègre la représentation blanche, et ce sont des Noirs. Et en plus, ce sont des musulmans, mais pas vraiment, parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ça, c'est absolument scandaleux, en fait. Mais cette représentation, elle existe. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et que répondez-vous? Mais Tariq, pour aller dans ton sens, il n'y a pas d'espace où on aborde la traite arabe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espaces où on parle de la traite transatlantique, où on explique ce que les Occidentaux ont fait aux Africains, comment ça s'est déroulé pendant 4 siècles. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace où on traite de la traite arabe qui a duré 13 siècles, qui a été d'une barbarie incroyable. Il y a un ouvrage qui a été signé par Tidiane Ndiaye qui s'intitule « Le génocide voilé » où il explique comment depuis l'est du continent africain, et notamment avec une base qui est Zanzibar, on a déporté des millions d'Africains, de Noirs. Tout ça, c'est pas enseigné. Donc nécessairement, si on ne prend pas le temps de décomplexer les relations, puisque ce que nous enseigne Césaire, c'est que quand il y a un dominant-dominé, les deux sont malades. Le dominé, il est malade du complexe d'infériorité, et le dominé est malade du complexe de supériorité. Et pour qu'on puisse se débarrasser de ce décomplexe, il faut qu'on ait une discussion franche, c'est-à-dire un échange en bonne intelligence, sans tabou, mais un échange viril, respectueux, pour qu'on puisse, à minima, s'entendre et à maxima se réconcilier. Mais il n'y a pas d'espace. Dans le monde arabe, j'en en vois pas. Dans le monde noir, je n'en vois pas non plus. Et il y a même une certaine connivence entre les noirs musulmans et les arabes. Donc ils acceptent un peu parfois même le sort qui est le leur. Donc c'est un peu compliqué. C'est tout à fait vrai ça, c'est tout à fait vrai. Il y a deux choses que tu dis avec lesquelles je suis complètement en accord et qu'il faut pousser pour essayer de trouver des solutions. La première des choses, c'est qu'effectivement il n'y a pas d'espace où en intelligence commune et en intelligence solidaire, en intelligence partagée, on parle de ces réalités historiques pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire on les pose à plat. Factuellement, voilà ce qui s'est passé. Il y en a peu. Et ça n'est absolument pas au niveau de ce qui est et ce que devrait être la réflexion musulmane contemporaine. Premier élément. Deuxième élément, c'est que c'est même pire que ça. C'est que non seulement il n'y a pas d'espace, mais qu'il y a un discours qui, au nom de nos valeurs communes islamiques, devrait, au nom des principes, oublier l'histoire. On a les mêmes, il n'y a pas de racisme en islam, on est des frères, on est des sœurs, on oublie. Ou il n'y a pas, ou ça n'existe pas. Le déni. Absolument. Et donc il n'y a pas d'espace et il y a un déni, qui est absolument un scandale intellectuellement et spirituellement, parce que ce n'est pas comme ceci. On peut bien toujours rapporter la figure de Bilal qui était noir et qui appelait à la prière. Il se trouve que des Bilal aujourd'hui, ils ont été à des moments donnés soumis à l'esclavage par leurs frères arabes et musulmans de la même religion. Donc là, c'est une réalité. Donc ça, c'est un deuxième élément. Donc il y a un déni au nom de l'idéalisation du religieux dans une dénégation de l'histoire. Et ça ne peut pas être. Le troisième élément, c'est quelle solution par rapport à ça? Et c'est là où il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, et dans le mouvement africaniste aujourd'hui, et Dieu sait si moi j'ai beaucoup milité par rapport à ça et beaucoup été dans... Moi j'ai toujours été dans la dynamique de me positionner. Je prenais les gens d'Afrique du Nord ici, je les amenais en Afrique, il y en a qui ne voulaient pas, qui avaient peur. Ce travail-là, je l'ai fait sur le terrain. Mais à un moment donné, j'ai un problème avec des positions, c'est le déni qu'il y a chez certains Arabes, ou l'élite arabe,
même chez les grands Et le savoirs. rejet de certains noirs. Et un de rejet. l'autre côté, il y a un rejet, Ah oui. puis il y a en même temps une espèce d'instrumentalisation de l'émotivité Bien sûr. par rapport aux colons, Bien sûr. par rapport à la colonie. Et on peut la comprendre historiquement, mais il faut faire attention à ce que cette émotivité ne soit pas instrumentalisée. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que dans ce mouvement africaniste, on trouve des femmes et des hommes qui, à un moment donné, disent « Nos revendications sont historiquement légitimes, mais on ne peut pas être uniquement dans le rejet émotif ou émotionnel. Il faut maintenant poser les termes d'une véritable collaboration historique, parce que même les Arabes, ils ont été colonisés, même eux, ils ont aussi eu leurs dominants, et que c'est ensemble de ce point de vue-là qu'on luttera contre le racisme à l'intérieur du continent africain, parce que c'est une réalité, contre le colonialisme intellectuel au-delà du continent africain, et qu'ensemble, on devra relever ce défi-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on a entendu du président tunisien, Tunisien, bien ce sûr. qu'on a vu en Libye, c'est absolument scandaleux. Mais je me permets Et de rebondir sur ce point, s'il vous plaît. Justement, là, vous pointez un élément central qu'on n'a pas évoqué et qui pourtant me semble capital. Premièrement, à ma connaissance, sur les terrains de la place publique, comme vient de le dire Beko, en dehors de l'Occident, nulle part ailleurs, le racisme ou l'esclavage sont perçus comme des crimes. Partout ailleurs, ils sont perçus comme des éléments de domination, de supériorité. Ça, c'est un élément fondamental à avoir à l'esprit. Ce qui signifie qu'en interne, dans ces espaces-là, il y a une fierté à être descendant d'esclavagistes face à celui qui est descendant d'esclaves. Donc, lui rappeler qu'il est descendant d'esclavagistes, ça n'aura pas le même effet qu'en Occident, fondé sur la culpabilité, où il y a une espèce de conscience morale, et aujourd'hui on parle de repentance. Ça n'aura pas forcément cet effet. Et là, j'en viens à ma question, soumise par d'autres, je pense notamment par exemple à un Kémy Séba. Il a fait une sortie, en tout cas on a relayé une vidéo de lui jadis, qu'il a commentée, où, selon lui, et vous me dites ce que vous en pensez, finalement, pour que un afro accède à une forme d'émancipation vis-à-vis d'un arabe, il faudrait, en tout cas il lui paraît impératif, qu'il sorte de l'islam du fait que, selon lui, intrinsèquement, que ce soit l'islam ou le catholicisme, enfin le monothéisme au sens large, une vision racialiste et infériorisante serait entretenue. Et donc maintiendrait l'afro soit dans un complexe d'infériorité, soit le non-afro dans un complexe de supériorité, mais en définitive, il y aurait une instrumentalisation et lequel afro ne serait rien d'autre qu'une marionnette. Donc quelle est votre... Alors, je pensais qu'il était sorti de ça. Je ne sais pas si cette vidéo, c'est une récente. Je pensais qu'il avait évolué par rapport à cette question-là. Non, elle n'est pas récente, cette vidéo. Il a changé de position. Il a changé de position, c'est Non, l'impression que j'avais. attendez, pardonnez-moi. Mais c'est pas grave. Parlons du sujet. Je ne suis pas en train de lui prêter des propos qui ne sont pas les siens. Je suis en train d'expliquer un propos selon lequel... C'est le fond de sa pensée qui est important. Est-ce qu'effectivement, il y a dans l'islam quelque chose qui pourrait, d'une certaine façon, normaliser ou justifier ce type de processus interne qui ferait qu'à un moment donné, dès qu'on y entre, quand on est un noir africain, pour pouvoir sortir de la logique qui s'impose, il faudrait sortir de l'islam pour pouvoir s'émanciper. De un et de deux, est-ce que le récit de l'esclavage n'est pas une source de fierté en interne? Alors, je prenais le 1 et je viendrai au 2, simplement pour le 1. Non, je pense que ça, c'est une analyse qui est une analyse particulièrement réductrice des enseignements de l'islam. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'à un moment donné, même quelqu'un comme Malcolm X, qui était dans The Nation of Islam, il va à la Mecque, il revient. À ce moment-là, nous, c'est là où se crée la relation avec la famille, puisqu'il va voir mon père quand il revient de la Mecque. Et c'est dans la rencontre avec l'islam, il me dit, c'est la dernière lettre, elle est sur sa machine à écrire, qu'on trouve de Malcolm X, où il dit, ils vont me tuer. Et il dit, parce que j'ai découvert le true islam, l'islam véritable. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, j'ai compris que ce n'était pas une affaire de couleur. C'était une affaire de principe, c'était une affaire de système, et que j'avais des blancs qui pouvaient être beaucoup plus engagés dans mes principes que des noirs qui pouvaient les trahir. Donc il est sorti de ça, lui. Mais c'est pour lui,
la réconciliation avec l'islam qui le fait sortir de cette espèce d'enfermement qui serait uniquement basé sur la couleur et non pas compris basé sur le système et les principes. Ça, c'est le premier élément. Et donc, cette idée qu'il faudrait sortir, je pense qu'elle est basée sur une vision d'un certain nombre d'acteurs ou de systèmes musulmans qui ont pu justifier, d'une certaine façon, au nom de l'islam, l'esclavage, d'une certaine façon. Et il faut savoir qu'en Afrique du Sud, vous aviez un conseil de ulama, de savants musulmans, qui était du côté de l'apartheid. Donc, vendu, quoi. Donc, on en avait. Donc, ça existe. Mais ça ne dit pas l'essence d'une religion, ça dit la trahison de certains États et de certaines élites. Exactement. Comme Imran Doum. Voilà. Et puis, deuxième question dans ce que vous dites, c'est en Europe que ça se passe. Non. Attention, en Europe, il y a eu un espace où on a pu retrouver des esprits qui pouvaient être en exil où le débat s'est fait, où il y a une société qui l'a permis relativement encore. Parce que chaque fois que vous en parlez vraiment, dans le fond, on dit « Oh, on va arrêter avec le devoir de repentance ». On est en train de nous parler d'une question morale, on est en train de vous parler d'un système de domination qui a tué des gens, qui a des millions de morts. Surtout, pour aller dans ce sens-là, il faut voir que c'est en 2001, en France, qu'on reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Voilà, donc c'est 2001. Exactement. C'est très récent. C'est très récent. Et il faut comprendre aussi que quand cette loi est votée, c'est une loi qui est proposée par Mme Taubira, le volet réparation sur le terrain le foncier et sur le terrain financier a été carté d'office. C'est-à-dire que quand on a commencé à questionner les rapports aux Antilles, le rapport en Outre-mer avec les béquets, et qu'on a commencé à dire qu'il y a les grandes familles qui sont enrichies pendant des siècles, que l'État français a indemnisé à l'abolition de l'esclavage. L'État français a indemnisé ces familles, et pas les esclaves. Comment on peut faire pour trouver une réparation financière et aussi symbolique, pas juste symbolique, parce que la loi c'est le symbole. Ça s'est arrêté après. Il faut le volet financier et le volet foncier. À ce moment-là, on a décidé en France que ce n'était pas d'actualité, qu'il fallait écarter ce débat. Mais concernant les espaces de commémoration, je me permets quand même d'intervenir, il y a aussi cette idée, je pense, stratégique par rapport aux Maghrébins et aux personnes noires. En tout cas, moi, je m'inscris plus dans un contexte belge. Je m'en rends bien compte dans les luttes antiracistes et décoloniales qu'il y a cette difficulté en fait, de parler en fait, du racisme et de la négrophobie qu'il y a dans le monde arabe de manière générale, parce que stratégiquement, c'est mieux de faire pôle commun sur le plan numérique entre noirs et arabes contre l'Occident, contre le blanc. Oui, et je pense qu'en allant plus loin, dans les problèmes d'aliénation, il y a des questions de fond qui ne sont pas vraiment débattues du moins de ce que je vois sociologiquement dans la communauté maghrébine, c'est même sur le plan identitaire. Avec tout ce qui concerne en fait l'héritage du monde arabe aussi dans comment eux se pensent. Je pense notamment à la communauté algérienne et aux héritages identitaires, le fait qu'ils se pensent, qu'il y a un ancrage où ils s'identifient comme certains Kabyles, d'autres comme descendants arabes. Et donc voilà, il y a plein de débats, d'éléments sous-jacents qui sont relatifs aux identités qui peuvent vraiment beaucoup brusquer en fait cette communauté et ils sont pas prêts en fait à aborder certains sujets, dont ces éléments et aussi la traite arabo-musulmane. Mais ça, je crois que c'est très très important, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Vous n'avez pas répondu à ma question, veuillez m'excuser. J'arrive à la question, mais simplement pour rebondir, parce que je pense que c'est important, quand en fait on pense que ce sont, pour dire les choses de façon schématique, deux couleurs qui se questionnent, ou deux cultures, ou deux histoires, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que chaque histoire a son histoire, et des problèmes, je veux dire, la réalité de l'identité algérienne entre Kabyles, avec les Amazirs, avec la question islamique, avec la question... Tout ça, ce sont des éléments qui font que déjà, de façon interne, il y a des choses qui ne sont pas résolues. Mais l'élément que je voulais mettre en évidence, c'est que, non, je ne pense pas que l'Europe soit le seul lieu ou l'Occident soit le seul lieu. Ce n'était pas ma question, ça. Vous avez mis en évidence, c'est là que ça se passe. Je veux dire qu'en Afrique, ces questions-là, elles sont débattues. L'Afrique du Sud en est un très bon exemple. Alors, je vous rappelle ma question. Ma question était assez simple. Je schématise, je vais schématiser. L'Occident a dominé le monde depuis au moins la Renaissance, par des conquêtes, tout ce que vous voulez. Bon, vous êtes face à un dominant. En termes d'estime de soi, c'est pas toujours simple, à se réveiller le matin, se regarder fièrement. Par contre, si on a un inférieur, au moins, c'est un moindre mal. On se dit, bon, ok, lui me domine, mais moi, lui, je le domine. Eh bien, cet inférieur, se faire valoir, là, dans la conscience d'une certaine proportion de la communauté arabo-musulmane, elle est enracinée de sorte que l'héritage, le récit de l'esclavage n'est pas perçu comme une honte, comme un crime contre l'humanité, il est perçu comme
un élément de domination. C'est-à-dire on est plus fort qu'eux, c'est pour ça qu'ils ont été nos esclaves et qu'ils ont vocation à le demeurer. Est-ce que ça, vous l'observez? Quel est votre regard sur cette réalité psychologique? Alors, dit de cette façon-là ou vécu de cette façon-là, je dirais que je ne l'ai jamais entendu de cette façon-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas, en tout cas moi je ne l'ai jamais entendu. Okay. Et ce que j'ai plutôt entendu, c'est nier l'histoire, de dire non, ça n'a pas existé. Mais quand on en vient aux références religieuses, le consensus très large qu'il y a au niveau populaire comme au niveau des savants, comme au niveau des... c'est de dire non, il faut lutter, ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire l'islam ne nous enseigne pas ça, on est tous égaux et il faut... Donc il y a un discours d'idéalisation et il y a un déni du fait historique. Mais l'idée que ça se justifie qu'on les ait dominés parce que c'était des Noirs, je ne pense pas que ce discours-là... Je pense que c'est même plus perverse que ça. C'est-à-dire avoir joué avec les dynamiques sans les justifier religieusement, mais en en tirant profit économiquement. Mais le problème, Tariq, c'est que c'est parce qu'il y a justement des intellectuels noirs, des femmes et des hommes qui viennent pour questionner ce passé douloureux concernant la traite des Arabes, que les Arabes commencent à se mobiliser sur la question, parce que ce que tu incarnes toi, c'est marginal. C'est-à-dire dans la pensée arabe, il y avait peut-être Malek Chebel à l'époque, paix à son âme, qui prenait le temps de réfléchir sur les questions de la traite arabe, mais vous êtes extrêmement minoritaire à avoir un discours de vérité face caméra, à questionner les égarements de certains musulmans, parce qu'aujourd'hui, quand on vient poser cette question sur des intellectuels, je parlais tout à l'heure de Imran Moun, qu'on questionne un peu sur des sorties de route qu'il a pu faire, parce que on est capable de faire la part des choses entre des moments de sagesse et des moments aussi d'ignominie. Parce qu'il y a des propos tenus sur les Noirs comme quoi ils sont inférieurs, comme quoi ils sont programmés pour être des individus dominés, comme l'avait fait Montesquieu ou Voltaire. Et ce que je reproche un peu à certains Arabes, c'est que on est capable, nous, avec les Occidentaux, de pointer le génie d'un Montesquieu, d'un Voltaire, d'un Victor Hugo, et de souligner des propos misogynes ou racistes qu'ils pouvaient avoir. Et quand on le fait avec les intellectuels arabes, tout de suite, ils se recroquevillent en disant « non, ça n'a pas existé ». Et il n'y a pas de discussion possible. Et même pas une discussion apaisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire qu'il y a un déni par rapport aux intellectuels arabes, parce que musulmans, forcément, ils étaient vertueux. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas parce qu'il était musulman qu'il était parfait. Être musulman, c'est pas être parfait. Être musulman, c'est tendre à la perfection, mais c'est pas être parfait. Donc, entendez que vos intellectuels, aussi brillants soient-ils, aient aussi une part d'ombre, avec des propos orduriers, racistes à l'endroit de ce que nous sommes, nous, pour qu'on puisse après construire une société où ces propos n'ont plus leur place et qu'il y a vraiment une réconciliation réelle entre les Arabes et les Noirs. Mais si on reste dans une logique de « ça, c'est un totem, c'est intouchable », vous touchez pas un tel, vous touchez pas un tel, même le Coran, vous le questionnez pas, parce que c'est la vie. Malheureusement, il y aura encore ces tensions et on n'avancera pas. Comme point de conclusion en ce qui me concerne, en allant dans ton sens, c'est de rappeler une réalité historique. Le vœu de ce débat que tu as, on peut le partager et je le partage. Maintenant, les êtres humains sont les êtres humains, il faut savoir comment fonctionne l'histoire. Les débats constructifs ne se font pas simplement entre deux sages qui s'assoient. Ils se font quand quelqu'un qui a vécu l'oppression, quelqu'un qui a vécu la domination, impose à celui qui l'a dominé historiquement de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, ça a été vrai avec la cause des femmes. La cause des femmes, ce n'est pas une femme et un homme qui se sont assis et on se dit on en parle. C'est une résistance féminine qui a dit maintenant ça suffit. Vous êtes en train historiquement de manipuler des textes en nous faisant croire qu'ils disent ça sur nous et ce n'est pas vrai. La même chose va se passer, est en train de se passer sur la question de la cause des Afro-Américains ou des Afro-descendants ou en Europe. C'est d'imposer le débat. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le mouvement afro-américain, en particulier dans la communauté musulmane, qui a fait qu'à un moment donné, on a eu des Malcolm X, on a eu des Muhammad Ali, le boxeur, qui à un moment donné dit « mais vous appelez tout blanc, vous ?» D'accord, la boîte noire, la maison, elle est blanche. Le monopole de l'excellence. Voilà, exactement. Et à un moment donné,
ils ont imposé d'une certaine façon. Je veux dire, récemment, il y a un livre qui sort qui est sur la question de blackness, c'est-à-dire la question noire. Vous avez par exemple Jermaine Jackson qui est converti à l'islam, qui dit maintenant ça suffit, il va falloir poser cette question-là. En d'autres termes, c'est par la revendication d'émancipation qu'on impose un débat nécessaire. Parce qu'en fait, entre les musulmans, les réalités de la domination et ses logiques sont exactement les mêmes contre tous les êtres humains. Bien sûr. Et ce sera le dominé qui imposera la nécessité du débat. Ça va être tendu, ça va être difficile, mais c'est nécessaire. Je pense que c'est les logiques de l'histoire. Merci. Et dernier point, qui va servir de clôture à notre échange, je reviens sur une petite anecdote qui vous a mis aux prises avec le rappeur Booba, il y a quelques années, où vous l'aviez, qu'il n'avait pas pris position, manifestement, en tout cas pas comme il aurait dû, selon vous, pour la Palestine. Et vous l'aviez, vous, ainsi que Tagmaoui, plus ou moins, à travers une image, je parle sous votre contrôle, vous avez estimé que quand face à un combat qui oppose, je crois que c'était un éléphant et une souris, si on ne prend pas parti, c'est qu'on prend parti pour l'éléphant. Auquel cas, il vous avait répondu dans une chanson, un titre, 3G, c'est que je suis lion de la Teranga, je suis ni la souris ni l'éléphant. Autrement dit, en tant qu'afro, j'ai le droit à l'indifférence. La question est la suivante. En tant qu'Africain, pourquoi, selon vous, faut-il prendre parti dans le conflit israélo-palestinien ? C'est une excellente question. Et en fait, ce que j'avais dit à l'époque à Booba, parce qu'il disait justement qu'il fallait se taire et qu'il critiquait tous ceux qui, derrière leurs écrans, jouaient aux courageux et qu'il aurait fallu se taire, j'avais repris en fait l'image de Desmond Tutu qui disait effectivement, c'est lui le premier qui l'a dit, quand un éléphant est aux luttes avec une souris, dire qu'on est neutre, on est pour l'éléphant. Et donc c'était, de ce point de vue, une image qui, à mon sens, est très vraie et très juste. Ma position dans ce que vous me posez, pourquoi faut-il qu'un Africain soit interpellé par la question palestinienne ? En fait, elle ne m'intéresse pas, cette question. Parce qu'avant d'être un Africain, l'Africain est un être humain. Et que l'être humain doit s'intéresser à toutes les victimes de la terre. Et c'est ce que je dis moi aux Arabes. Je leur dis, si vous n'êtes que pro-palestinien, vous n'avez rien compris à la question du monde. Si vous n'avez pas le souci du Congo, si vous n'avez pas le souci des Ouïghours, si vous n'avez pas le souci du Rwanda, de ce qui s'est passé au Rwanda, si vous n'avez pas ce souci-là, c'est qu'en fait, vous avez l'indignation sélective. Quelle que soit votre couleur de peau. Ou l'indignation tribale. Ou tribal, exactement, le tribalisme, exactement. Alors le mot, il est encore mieux choisi. Cette réalité-là, je m'y opposerai du plus profond de mon être. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas que vous soyez noir à vous intéresser de la Palestine. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez un être humain, que vous intéressiez à toutes les causes justes de la terre. Et que ce soit partout dans le monde. Donc en fait, un Africain qui me dit « Mais pourquoi je devrais m'intéresser à la Palestine ?» Je lui dis « Mais tu dois t'intéresser à la Palestine, comme tu dois t'intéresser au Congo, comme tu dois t'intéresser au Rohingya, comme tu dois t'intéresser, tu dois être, au nom de ton être, tu dois être du côté de toutes les victimes de la terre. » Je vais plus loin dans ma question. Déjà, je vous remercie de cette réponse franche. Parce que dans le fond de la question, c'est pourquoi je dois prendre parti pour les Palestiniens plutôt que pour les Israéliens et non l'inverse, sachant que je ne suis pas forcément plus aimé par les Israéliens que par les Palestiniens. Ça, c'est une très très bonne question. Elle nous amène justement à la question du symbole. Parce que cette idée que je ne suis ni avec les Israéliens ni avec les Palestiniens, parce que finalement c'est une question d'amour, je n'ai pas plus de haine ou d'amour. Ah ben non. Non, et que je suis l'objet peut-être d'un regard raciste de part et d'autre. Alors il faut se libérer et s'émanciper de ce regard raciste-là et se dire, sur l'ère de l'histoire, puisqu'on a parlé d'histoire, on vient d'en parler en disant, mais il faut regarder l'histoire, sur l'ère de l'histoire, qui défend les principes ? Qui est l'oppresseur et qui est l'opprimé? Qui se bat pour la liberté et qui la nie? Qui a traité un peuple de peuple d'animaux qu'on peut tuer et qui, de ce point de vue-là, résiste? À partir d'un certain moment, la neutralité historique, c'est de la lâcheté, c'est de la compromission. C'est contraire à toutes les valeurs qui devraient, à mon sens, être les nôtres. On ne peut pas se compromettre historiquement, il faut faire l'analyse. Quelqu'un qui ferait l'analyse de ce qui se passe au Moyen-Orient et qui dit
après tant d'analyses, j'en conclus que les Israéliens et le gouvernement actuel a le droit de massacrer comme ils massacrent. Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre constitué, c'est un véritable génocide, comme l'ont reconnu les Nations Unies et la Cour internationale de justice, qui était une tentation génocidaire au début, maintenant on voit ce que c'est. Et bien à partir d'un certain moment, si quelqu'un fait cette analyse-là, moi j'aimerais qu'il vienne s'asseoir en face et puis qu'on ait une discussion sur l'histoire. Moi j'ai deux arguments. Et puis cet élément sur l'histoire, eh bien on verra ce qu'il en est. Mais il faut que l'opinion soit fondée. Mais cette idée qu'on ne doit pas s'engager parce que finalement on n'a pas forcément de considération qui pourrait être moins ou plus raciste vis-à-vis des... Non, on ne fonde pas son engagement pour la justice au nom d'avoir été ou non victime de racisme. Non, c'est uniquement sur les principes que l'on défend. J'ai deux arguments pour des Africains qui se demanderaient pourquoi ils devraient prendre position sur le conflit israélo-palestinien. Premier argument, c'est qu'Israël a soutenu l'apartheid. Très important. C'est-à-dire que l'État israélien, dans un moment de barbarie à l'endroit des Noirs, parce que Noirs, l'État israélien a fait le choix de soutenir un régime qui était l'apartheid, un régime raciste. Premier point, c'est vérifiable, c'est pas une opinion. Moi je donne pas mon opinion, je donne des faits vérifiables. Second point, c'est que l'État israélien a stérilisé des femmes noires par peur d'être envahi sur le terrain démographique. Ce que je dis est vérifiable. Il y a des enquêtes, c'est pas moi je me suis levé un matin... On va te sortir... Non, mais c'est-à-dire que c'est des arguments historiques. Calme-toi, oh là là. Non, mais c'est-à-dire que c'est des arguments... Non, c'est des arguments historiques je te dis qui font que, en tant que noir, historique et indiscutable. Discutible. C'est pour ça que moi je suis sur ce terrain-là. C'est pour ça que je te Par dis... devoir historique, par rapport à la politique israélienne, à l'endroit de l'apartheid et à l'endroit des femmes d'Éthiopie, de Somalie, je me dois d'être solidaire des Palestiniens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, sois objectif, jusqu'au bout. Là, tu as mis des éléments en faveur des Palestiniens, mais certains peuvent t'opposer ce que tu évoques aussi, la traite arabo-musulmane et la castration et la barbarie que tu évoquais tout à l'heure. Mais c'est quel rapport? Comment c'est quel rapport? C'est le même. Les Israéliens se sont montrés à minima indifférents, au maximum hostiles à l'endroit des Noirs qui souffraient, qui pâtissaient de l'apartheid. Certains Africains te diront, les Afros ont aussi pâti de la domination arabo-musulmane. Oui, mais il y a une différence fondamentale. Oui. C'est que les Palestiniens qui sont là, au moment là où on parle, les Palestiniens ne manifestent pas d'hostilité à l'endroit des Noirs. Si. De façon... Attends. Renseigne-toi. Attends. Oui. Quand je te parle d'un système et d'une politique, je ne parle pas d'individus. Il peut y avoir des individus, des Palestiniens, qui manifestent une hostilité à l'endroit de Noirs. Ça, c'est des individus. Moi, je te parle de politique. Israël, quand il soutient l'apartheid, c'est une politique. Israël, quand il stérilise des femmes, c'est une politique. Est-ce que tu fais la distinction entre des individus et une politique? Faite par des individus. Non, une politique, c'est global. Et c'est fait par des individus. Oui, mais c'est global. Mais je peux vous poser une question à tous les trois? Parce que, du coup, je suis l'arabe de service, là. D'accord. J'ai une vraie question à vous poser. Parce que moi, ce que j'ai compris même dans le positionnement de, par exemple, Nelson Mandela, quand on lui pose la question, il est président de la République et on lui dit « Mais quelle est votre position par rapport à la Palestine ?» Il dit « Je veux dire, elle est la même qu'elle a toujours été. Je soutiens ceux qui sont opprimés. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui ne me fera pas changer d'avis. » Donc, il prend la position vis-à-vis des principes. Vous, dans vos positionnements sur les conflits du monde, vous vous posez la question de savoir quelle a été la position des acteurs par rapport aux Noirs historiquement, ou est-ce que vous posez la question de savoir quelle est leur position vis-à-vis de la justice? C'est quoi qui détermine à vous trois? Excellente question. Moi, je vais vous répondre sans détour. Pour moi, à ce jour, la justice universelle n'a jamais eu lieu, à part dans nos pensées. Pour moi, les rapports mondiaux sont faits, hélas, d'intérêt et de bras de fer. Et donc, qu'est-ce qui détermine vos positionnements? Je vous réponds. Oui, d'accord, allez-y. Oui, je ne vais pas tarder. Moi, je vais vous répondre d'entrée de jeu. Et de ce point de vue-là, à titre individuel, avec ma sensibilité, avec ma mission, je me préoccupe, dans les théâtres mondiaux, des conflits qui touchent ma sensibilité panafricaine, factuellement. Donc, évidemment que quand je vois le massacre de Gaza, je n'applaudis pas, je ne sors pas le champagne, je ne dis pas, je suis indifférent, j'essaye, quand ça me saute aux yeux, évidemment je suis ému, mais de moi-même, au même titre que je ne vais pas opérer de démarche militante dans ce sens, je ne vais pas opérer de démarche militante pour les Ouïghours, militante pour ce qui se passe au Yémen, militante pour ce qui se passe en Ukraine. Moi, je suis sur ce terrain-là, centré sur la réalité afro qui est par trop
délaissé par le reste d'une grande partie, en tout cas, de l'humanité. Voilà, moi, ma position. Et la mienne, après tu donneras la tienne, mais tu commences par la tienne, comme ça, moi, je vais finir. Non, vas-y. La mienne c'est, je pars de la douleur afro et je m'intéresse aux autres douleurs. C'est-à-dire que ma douleur, elle est quand même importante, puisqu'elle est, comme l'a dit Herman, à juste titre, invisibilisée, marginalisée. Donc je pars de celle-ci et je m'intéresse aux autres douleurs. Et je prends position en fonction des valeurs et des principes, en donnant une préférence aux dominés. Moi, je m'inscris plus comme la pensée de Frantz Fanon. Hein. Mon mindset, il est plus fanonien, on va dire, dans le sens que... Et en plus, j'ai des traits, je pense, de personnalité qui sont un peu hyper empathiques. Donc, en fait, je me sens solidaire de toutes les populations qui s'inscrivent dans des schémas de résistance. En tout cas, personnellement, je leur prêterai main forte. Mais maintenant, sur base de mon expérience en tant que femme afrodescendante qui a grandi en Occident, j'ai un attrait plus pour les questions noires, fatalement. C'est quelque chose qui me touche plus dans ma chair directement. Mais je m'inscris toujours en solidarité de ceux qui s'inscrivent dans des schémas de résistance, au-delà de dimensions liées à la couleur de peau, mais aussi à la question de genre, et aussi à plein d'éléments qui font partie aussi de mon identité. Donc, fatalement, en tant que personne qui a grandi dans un cadre où on m'a inscrit en tant que dominée, je me sens solidaire avec d'autres dominés. Il y a quelque chose qui fait résonance en moi. Donc c'est pour ça que je m'identifie et je soutiens. Et dernière question, justement là-dessus. Est-ce que pour vous, dominant versus dominé égale méchant versus gentil? Est-ce que le dominant est forcément méchant et le dominé est forcément gentil? Moi, C'est une question fondamentale. Ça, Est-ce que le simple fait d'être dominé justifie qu'on se porte à ton chevet? La position gentil-méchant, c'est sur le terrain de la morale. Moi, c'est pas sur ça que je On m'appuie. parle de justice, mon frère. Non, mais moi, c'est pas sur le terrain de la morale que je m'inscris. Méchant, gentil, ça, c'est très moralisateur. Moi, C'était la question. Hein. C'est C'est la question de la justice. Oui. Donc c'est la morale. Non, la justice, c'est pas la justice, c'est pas la morale. Ok. La justice, c'est en fonction de certaines règles. La morale, c'est personnel, c'est très individuel. La justice, c'est un texte, c'est le droit international, est-ce qu'il est respecté ou pas? Voilà, tu parles d'institution, mais sinon le concept de justice et le droit, c'est la morale. La justice, c'est d'abord des règles. Okay. La morale, c'est un individu, okay. c'est ses convictions, c'est ses valeurs et ses principes, c'est singulier. Okay. La justice, elle a une dimension objective, elle a une dimension neutre pour pouvoir permettre d'avoir un échange entre l'arabe qui est en face de moi, entre le bamileke qui est à côté de moi, entre la sœur qui est ici. C'est-à-dire que c'est le côté indépendant du texte de loi qui vous permet d'avoir votre morale respective, mais qui va donner du sens à une vie en communauté. Mais la justice, elle n'est pas neutre. C'est pour ça que... Non, mais je n'ai pas dit que... Non. Après que la justice puisse être politisée, on en parlait avec Tariq tout à l'heure, ça peut exister. Mais initialement, une loi, c'est pas moral. Une loi, c'est un fonctionnement qu'on doit observer pour qu'on puisse faire société. Mais il y a la loi, il y a l'esprit de la loi qui est toujours attaché à la morale. Mais bon. Moi, je diffère un tout petit peu parce que je pense que je comprends dans le sens de la question. Je veux dire, il faut faire la différence entre le système juridique et ce que la justice représente, mais qui a quand même un fondement moral. C'est-à-dire que c'est l'institutionnalisation de valeurs morales qui devrait donner le cadre légal, sans que le cadre légal soit à confondre avec la morale. On est bien d'accord. Mais il y a un lien quand même. La question que vous posez, est-ce que quand on est dominant, on est forcément méchant et dominé forcément bon? Non, ça dépend les termes de la domination et les termes de la domination dans un sens et du fait d'être dominé. À partir d'un certain moment, ce sont là, effectivement, des données qui vont être des données de justice, même des données morales. Okay. On a des dominés qui peuvent être, des dominants qui peuvent être moralement dans une position de domination, mais moralement dans une position de justice, et des dominés qui peuvent être des êtres qui sont soit dans l'immoralité, soit dans la résistance, qui peuvent être, qui peut être immorale. On est bien d'accord que ça ne se... Donc je pense pas qu'il faut faire ces catégorisations-là. C'est la catégorisation que beaucoup font. Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai, on peut avoir ce type de simplification, et là vous avez raison de le rappeler. Cela étant, dans notre différence, s'il se trouvait qu'un jour, j'ai en face de moi un homme blanc qui a été profondément raciste contre les Arabes et que je le vois
être persécuté par une autorité politique et qu'il est persécuté et que cette persécution est fondée sur un déni de droit, même s'il a été raciste anti-arabe, je serai à ses côtés contre eux. Parce que ma grille de lecture, ce n'est pas son positionnement à mon égard, c'est mon positionnement par rapport à la justice. Très bien. Et là, je pense qu'on n'est pas d'accord. Mais je pense que ça dépend le plan voir pour politique une autre dans lequel émission. on s'inscrit. On va faire d'autres émissions, sinon- Parce que là, ouais. En tout cas, merci pour cette franchise. Effectivement, on ne peut pas être d'accord sur Déjà, tout. merci d'être venu. Et c'est l'objet de... Non, merci de l'invitation, merci d'avoir des échanges. osé. En guise, Oh, il y a en guise de conclusion, quel message adresseriez-vous à la jeunesse, s'il vous plaît? Le message que j'adresserai à la jeunesse, il est un tout petit peu lié à tout ce qu'on vient de dire. Je pense qu'on est en train de dire qu'il faut des espaces où nous ayons le sens de la confrontation critique, de la confrontation courageuse, c'est-à-dire qu'on pose les termes d'un débat et que nous fondions nos alliances non pas sur de l'émotif, non pas sur des positions superficielles, non pas d'ailleurs, comme il a été dit, contre, mais au nom de, et qu'au nom d'un certain nombre de principes, au nom d'un certain nombre de considérations qui n'y rien de l'histoire, eh bien, il faut qu'on soit dans la lecture, il soit dans la connaissance de l'histoire beaucoup plus, et puis qu'on reste, comme il a été dit dans l'introduction, dans la pensée active et dans l'action qui soit pensée en fonction des contextes. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai eu l'impression qu'on a traduit dans notre débat d'aujourd'hui. Merci bien. Marie Fidèle. Un message à la jeunesse? Oui. De poursuivre ses efforts, de s'inscrire encore plus dans la résistance, l'émancipation, et qu'ils ont tout mon soutien dans ça. Et nous aussi, on a besoin aussi de soutien en tant que personne qui s'inscrit dans des discussions dures, hein, étant donné qu'on s'inscrit fatalement dans un cadre un peu plus avant-gardiste. Donc, voilà. Merci. Écoute. Toujours pareil, prenez le temps d'échanger, de confronter vos points de vue. Personne ne détient la vérité absolue. Soyez bienveillants, soyez exigeants et surtout soyez disposés à entendre des avis contraires. Quelle belle émission, quelle belle conclusion. C'est le moins que l'on puisse dire. Moi, j'aimerais quand même rendre hommage à un homme, parfois peu virulent, parfois peu dans lequel cet espace n'aurait jamais un jour. Un moment clé qui nécessite qu'on lui rende un nouveau hommage. Je te rends hommage, frère Mbeko. Peu le font. Certains ont une vision caricaturale de ce qu'il est, mais sachez qu'il œuvre de façon active à la fois à un panafricanisme et en même temps à un humanisme réconciliateur fondé sur la confrontation des idées, où aucun tabou n'a sa place, où seul doit dominer la dialectique et le raisonnement. Vous voyez, nos discussions sont parfois franches, tendues, viriles, néanmoins toujours soucieuses de la dialectique et de la pensée collective. L'intelligence est collective. La librairie africaine, c'est aussi ça. Allumer en vous cette flamme, ce goût de l'échange, à une époque qui polarise, à une époque dominée par les émotions, dominée par la dictature de la pensée, dominée par le sectarisme et par conséquent par la décadence, par l'ère de la post-vérité. Il est de notre ressort de réveiller, de réactiver, de réhumaniser ce que nous avons de plus sacré en nous, cette rationalité collégiale. Et cela nécessite l'usage, évidemment, de la lecture. Ce sont les livres qui délivrent, ce sont les livres qui nous émancipent. Attention, à condition ensuite de confronter nos idées. En clair, lisons ou mourons. À très bientôt.